Bon, ben, je remercie monsieur, et puis je remercie le président, le juste, de ses aimables paroles de présentation. Je vais donc vous parler de l'ancienne métallurgie dans l'ouest des Vosges. C'est un sujet qui date un peu pour moi, mais ça va me rajeunir, parce que il y a 35 ans, avec Bonhomme Alain Verneau, nous avions fait l'inventaire du patrimoine industriel des Vosges, mais notamment de cette région de Neufchâteau. Et là j'ai découvert, presque découvert à cette époque, la vallée de la Saunelle. Nous avions fait paraître un cahier de l'inventaire sur les images du patrimoine, et puis j'étais obligé de me rajeunir la mémoire, évidemment, donc en consultant l'excellente petite feuille du Pays de Châtenois, du non moins excellent François Perrault, hein, avec des articles de François, de Jean-Paul et de M. Masson, sur justement cette métallurgie ancienne. Et puis, assez récemment, Mireille Bouvet est intervenue à Vrécourt pour repréciser l'historique de la forge de Vrécourt. Le département des Vosges était un département métallurgique au XIXe siècle, XVIIIe et XIXe siècle. Il y avait 3 régions essentielles. La plus importante, c'est la Vosges, avec les vallées du Côné, de l'Ourcq, de la Semouse principalement. Il y avait une autre région moins développée autour de Rambervillers, c'est la Mortagne. Et enfin, la 3e région, la nôtre, le pays de Neufchâteau. Si la Vosges et la région de Neufchâteau, de Rambervillers, étaient en quelque sorte des ateliers d'affinerie de la fonte des Franche-Comté, ici nous avons des conditions tout à fait particulières et originales. En effet, toute la fonte travaillée à la manufacture de Bain-les-Bains, à la hutte, dans les tréfileries de la Semouse, ces fontes viennent des hauts fourneaux situés le long du Val-de-Saône, entre Port-sur-Saône et Grès. Et par le roulage, dont nous avons évoqué l'importance tout à l'heure, les gueuses de fonte arrivaient sur place. Ici, c'est différent. Et tout le monde va s'enorgueillir de cette originalité de la métallurgie ancienne dans le pays de Neufchâteau. En effet, la grande différence, c'est que là, il y a du fer, il y a du minerai de fer, et on peut dire que toutes les étapes du travail de la métallurgie s'effectuaient ici. Alors, des minières de fer, il y en avait dans l'ouest, dans la tête des Vosges, si je puis dire, le long de la vallée du Ver, à Mâcon-Court, à Tignéville, à Imbrécourt, dans la vallée du Mouzon, non loin de Vrécourt, et puis ici, dans la Saunelle, autour de Liffol-le-Grand et débordant en Haute-Marne, d'autres minières. Ce minerai de fer, il était, on le trouvait sous 3 aspects. Le minerai en roche, c'est l'oolite ferrugineuse qu'on trouve notamment à Mâcon-Court. Ce minerai en roche n'était pas très apprécié par les maîtres de forge. Deuxièmement, c'était le minerai qu'on appelle le minerai en grain, c'est-à-dire le minerai d'alluvion dans les couches jurassiques, le long des vallées. Et c'est ce qu'on trouve dans la vallée du Ver ou dans la vallée de la Saunelle. Mais ce minerai local ne suffisait pas. Et l'essentiel du minerai travaillé dans nos forges,
venaient de l'Ouest, venaient de Haute-Marne, et notamment de la région de Poissons, au nord de Poissons, hein, c'est-à-dire à l'est de la vallée de la Marne, le long de l'affluent le Rongeant, et on a là un plateau karstique, le plateau de Meller, avec, entre Poissons et Montreuil, un grand nombre d'exploitations minières. Je vous montre une photographie d'un de ces puits au lacet de Meller, qu'on peut tout à fait observer avec un belvédère très bien organisé. Et puis j'avais trouvé, dans le Tour de France par 2 enfants, ce dessin assez parlant, hein, de l'exploitation du minerai. Et je le rapproche de ce que disait l'ingénieur des mines en 1825. Ce minerai gît en amas à la partie supérieure des coteaux, dans les dépressions du calcaire jurassique. L'exploitation se fait alors non pas par puits, mais par grandes excavations isolées les unes des autres, de 10 mètres, 20 mètres et quelquefois 25 mètres de profondeur. D'où le minerai est élevé péniblement, on s'en doute, à dos au moyen d'échelles et de hottes. Vous voyez, l'autre façon d'exploiter, c'était ce que l'encyclopédie montre et appelle le picotage et le grattage dans ces vallées, hein, pour récupérer le minerai en grains, qui était à plus forte teneur, qui était plus apprécié par les maîtres de forge. C'est le cas à Imbrécourt. Alors évidemment, ce minerai en grains, il fallait le traiter, il fallait le passer au patouillet, c'est-à-dire le laver, le nettoyer, enlever un volume de pratiquement 80% de terre, et ensuite on le broyait dans le bocard avant de l'amener au fourneau. L'autre élément constitutif de la métallurgie, c'est évidemment le combustible pour faire fonctionner les hauts fourneaux. C'est la présence de forêts abondantes, c'est pas ce qui manque dans le secteur, et on a ici un beau document du milieu 18e qui montre justement le plan des bois de Viloucel. Cette exploitation forestière était considérable. On essayait d'utiliser le maximum de forêt. Ça amenait beaucoup de conflits, et on a à la fin de l'Ancien Régime des rapports des subdélégués à l'intendant, hein, et surtout dans les cahiers de doléances, on a justement des plaintes contre les usines à feu qui ravagent les forêts. Autre élément essentiel, c'est l'eau. Le problème de l'eau dans l'ouest du département, c'est que, à la différence des rivières de la Vosges ou même de la Mortagne, on n'a pas, comme dans la Vosges ou la Mortagne, des rivières puissantes, hein, au régime assez régulier. Le régime des rivières de la plaine est beaucoup plus capricieux. Alors déjà, l'exploitation métallurgique est l'affaire de l'hiver. Hein. C'est pendant quelques mois que l'on peut faire une campagne métallurgique. Alors pour essayer d'améliorer ces conditions, on a eu recours à d'énormes travaux hydrauliques, hein, pour assurer l'approvisionnement des retenues d'eau, qui ensuite, en aval desquelles se trouvaient les roues actionnant les différentes machines. Vous avez, alors il ne reste plus grand-chose de ces aménagements, néanmoins, à Viloucel, on vient d'y passer tout à l'heure,
et on voit très bien le canal hein, qui amenait l'eau à la retenue, et puis ensuite, en aval, derrière la chaussée, il y avait le Haut-Fourneau et la forge. Je crois que le canal de l'Iffola à Violoncelle faisait 3 km. Vous voyez qu'on avait la même chose à Vrécourt. Donc ça nécessitait des travaux considérables. Et puis, c'est Mireille Bouvet qui nous en parle dans son article sur le Pays lorrain. Les choses n'étaient pas toujours très simples. À Vrécourt, on construit une chaussée, et puis il faut la démonter parce qu'on empiète sur les propriétés de je ne sais quel grand propriétaire. Donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. On voit ici un vestige de ces travaux hydrauliques avec le déversoir du bassin, et vous admirez la qualité de l'appareil, de cet arc hein, en plate-bande avec des grandes pierres de taille. On soignait cet ensemble, ces aménagements qui datent du début du XVIIIe siècle. Alors, nous avons, voici le cœur de l'entreprise, de l'usine, c'est le Haut-Fourneau. On a ici le plan du début 19e, du Haut-Fourneau de Violoncelle. Cette construction cubique d'environ 7-8 mètres de haut, avec sur la gauche l'escalier qui permettait d'accéder au sommet du Haut-Fourneau, au gueulard, dans lequel on versait le charbon de bois et le minerai de fer concassé, hein. Et puis, la pièce majeure, j'allais dire, de ce très beau lavis de Hogarth, ce sont les soufflets, les 2 soufflets hein, qui activent le feu. Il faut monter à une température de plus de 1500 degrés, 1600 degrés, je crois. Et donc, on a recours à des roues à eau, sur lesquels on dirige par des coursiers l'eau détournée du ruisseau, et il y a ces extraordinaires machines. C'était des caisses de bois qui s'emboîtaient les unes entre les autres, reliées par des éléments en cuir, et qui permettaient d'activer la combustion. Je crois que le four était en action pendant à peu près 6 heures, la coulée était à peu près 6 heures, et sur la droite, là où est écrit Fourneau, se trouvait du sable dans lequel on faisait une tranchée, du sable mouillé, et on ouvrait la base du Haut-Fourneau, et la fonte en fusion remplissait cet espace, en gros 20 cm, 20-30 cm de large et sur 3 mètres de long. C'était la gueuse qui était ensuite transformée. Alors quand je parle de cette question de la métallurgie dans l'Est de la France, dans notre région, j'ai recours à ces documents assez fabuleux. Je n'en connaissais pas l'existence. Lorsque Jean-François Michel me les a signalés, hein, ce sont des tableaux qui sont au musée de Châtillon-sur-Seine, le musée là où il y a le vase de Vix. Et ce sont des tableaux d'un peintre qui s'appelle Étienne Bouot et qui représente la vie d'une forge, je crois la forge de Montmoyen, près de Châtillon-sur-Seine. Alors vous allez me dire, c'est pas dans les Vosges, c'est pas dans la Sonnelle. Ben oui, mais bon, on a ce document et il est extrêmement parlant. Vous voyez à gauche le mur de soutènement, hein, soutenu d'ailleurs par un contrefort, et derrière, on imagine la retenue d'eau. Vous voyez le coursier en bois qui amène l'eau sur la roue, hein, à la base de la cheminée pyramidale, et puis dans la cour, devant, un certain nombre de personnages,
notamment un homme avec une veste bleu marine, ça doit être le maître de forge. En face de lui, le roulier qui vient d'amener, avec son tombereau, qui vient d'amener des gueuses de fonte. Vous voyez, ces gueuses de fonte, il y a un tas au premier plan, et puis près des deux hommes qui discutent, vous avez des fontes. L'une, je crois, est placée sur des rondins pour pouvoir les déplacer plus facilement. Je vous signale aussi au fond de la belle peinture, les logements ouvriers, les cités ouvrières de l'époque. C'est un type de logement qu'on retrouve fréquemment dans les éléments dans la métallurgie. Vous avez ces mêmes logements à Vrécourt, vous les avez à la Hutte, vous les avez à Attignéville, et puis dans d'autres forges encore. Petit détail également, à la base de la cheminée pyramidale, vous voyez une espèce de tige de bois qui sort du mur, par une fente. C'est tout simplement le système de la vanne qui permet de régler le débit de la roue à eau. Alors, nous sommes à l'intérieur maintenant, toujours par Étienne Bouot, et cet intérieur, oh là, le feu va s'éteindre s'il pleut trop. Au premier plan, vous avez une construction bizarre, vous voyez, des espèces de poutres, de charpentes, et en fait, on devine derrière le soufflet. Ce soufflet, il faut bien le tenir, et donc c'est l'armature qui entoure le soufflet. Vous voyez ensuite le foyer, bien sûr, dans lequel s'active un forgeron, protégé par un tablier de cuir. Et puis, dans la deuxième partie du tableau, on voit les marteaux, qui travaillent les loupes de fonte. La forge d'affinerie, elle transforme la forge en fer. Et le système retenu à l'époque, c'est par le martelage, par le cinglage. On dit on cingle le renard. Le renard, c'était le nom qu'on donnait aux loupes de fonte qui étaient retirées du foyer. Et puis, vous avez quelque chose de bizarre, c'est cette énorme poutre qui barre la pièce. Cette poutre, elle est maintenue par deux jambages qui sont assez solides, et à la base de ces jambages, on voit le début du marteau. C'est ce qu'on appelle cet ensemble, c'est la drôme. Et on la retrouve sur toutes les peintures, notamment, je pense, au lavis de Hogarth qu'on retrouve aux archives départementales. C'est tout simplement le harnais qui tenait en place le marteau. Parce que le marteau, il bougeait, et si vous ne l'aviez pas solidement fixé, vous le retrouviez dans la rivière, et puis les murs s'effondraient. Alors on imagine le bruit, le tremblement de ces machines extraordinaires et les conditions de travail assez difficiles de ces aciérons. Alors, voici un petit schéma sur cet ensemble de la métallurgie dans notre secteur. C'est le bassin autour de la Meuse, en rive droite, ses affluents, le Mouzon, le Vert, en rive gauche, notre Saunel, et en périphérie d'ailleurs, les minières, d'où est tirée la mine. On ne disait pas le minerai, on disait la mine, à Mâcon-Court ou à Attignéville, mais aussi Chaumont-la-Ville, Liffol-le-Grand, Liffol-le-Petit, bref, là où il y avait l'extraction du minerai, soit en utilisant en exploitant frontalement le minerai dans les couches, c'est le cas de Mâcon-Court, ou par picotage et grattage le long des vallées. On a donc dans l'ensemble Scie-aux-Fourneaux, Vrécourt, Bazoilles-sur-Meuse, Villoucel et Sionne, et Attignéville et
Soulos sous Saint-Élophe, Beauvois, sur le Ver. J'ai figuré aussi sur ce schéma le roulage qui amène le minerai de Mâcon-Court à Attignéville, et surtout ce minerai qui vient de Haute-Marne, qui vient de la région de Montreuil-Poisson. On est à 40 km à peu près, hein, et il devait y avoir un trafic incessant pour alimenter nos fourneaux. Je le répète, qui fonctionnait au maximum, je crois que c'est Vrécourt qui fonctionnait 8 ou 9 mois par an, les autres fonctionnant 4 à 5 mois. Hein. C'était quand même assez limité. Là, je fais appel à un ouvrage que vous connaissez, qui est célèbre et qui est très utile, c'est le Lepage et Charton de 1845, avec un tableau de ces hauts fourneaux dont je vous ai parlé. J'attire votre attention sur 2 points. Le moteur, ce sont des roues à eau, sauf à Attignéville et Vrécourt, où on a déjà des machines à vapeur, à 10 d'une certaine modernité. Et puis nous avons des indications, alors bon, sur l'origine du minerai, les quantités, d'accord, la production, d'accord, mais vous avez le nombre d'ouvriers. Alors là, le nombre d'ouvriers, vous apercevez qu'à Saint-Élophe, à Sionne, à Villoucel, il est très réduit. En revanche, à Bazoilles, 157 personnes, 45 à Attignéville. Attignéville, 45, c'est possible. C'est-à-dire les gens qui travaillent sur le site et qui sont autour du site. C'est-à-dire ceux qui récoltent le minerai, ceux qui le transportent, mais aussi les bûcherons qui travaillent pour amener le charbon de bois. Donc là, on a des indications extrêmement utiles sur la situation du département au milieu du sous la monarchie de Juillet, à prendre quand même un petit peu avec des pincettes. Alors, on va faire, si vous voulez, une sorte d'inventaire de ces forges. La première que j'évoque, c'est celle de Vrécourt, la plus au sud, qui est fondée au début du XVIIIe. Cette fondation de Vrécourt est assez emblématique. Nous sommes dans la période de reconstruction de l'économie lorraine après les désastres de la guerre de 30 ans. Et Léopold, par un système de subventions, d'aide, de supprimer les impositions, va encourager cette création. Et Charles Labbé, baron de Beaufremont, établit cette forge. En détournant d'ailleurs le ruisseau de Sauville sur 3 km, en construisant une digue. L'affaire est reprise par le marquis de Luminier, puis ensuite en 1773 par le comte de Brunet de Neuilly, dont Jean-François a toujours souligné la ressemblance avec DSK. Vous voyez ici, alors sur cette forge, est établie au début du XVIIIe, elle disparaît au moment du Premier Empire, puis elle est reprise en 1825, et ce que nous voyons aujourd'hui, on a des vestiges quand même assez solides, assez sérieux, ce sont les halles de cette époque, de l'époque de la Restauration. Mais elle ferme au milieu du XIXe siècle. Forge de Bazoilles, le long de la Meuse. Ce plan, sont tous des documents qui viennent des archives départementales, nous montre la répartition de cette forge. Vous voyez, le canal qui alimente la tête d'eau, la retenue d'eau, le canal qui est évidemment détourné de la Meuse. Sur la gauche, le haut fourneau, puis la halle des forges, donc où on recueille les gueuses de fonte et on les transforme. Et puis, vous avez sur la droite, le long du cours de la Meuse, l'emplacement du Bocard, et puis la halle à charbon, les halles à charbon qui sont des bâtiments imposants,
parce qu'ils nécessitent on a besoin beaucoup de volume pour stocker le charbon de bois. Alors cette forge, elle a été créée au XVIe siècle, puis on a perdu sa trace. Elle est reconstruite à la fin du XVIIIe et elle est entre les mains de la famille Barbara de Masiro. C'est un personnage important qui est reconstruit cette forge, remet en place l'ensemble, et cette forge est achetée par la famille Muel sous le Premier Empire. Et elle fonctionne jusqu'au milieu du XIXe. Forge de Viloucel, nous avons vu tout à l'heure le plan du Haut-Fourneau. On retrouve la disposition des différents bâtiments, halles à charbon, bocard, patouillé, de toute l'affaire. Là encore, il y a un décalage. Une partie de l'entreprise a été construite, installée au début du XVIIe et remise en route au XVIIIe. Et vous voyez que Viloucel, comme d'ailleurs Vrécourt, fait partie, et Bazoilles fait partie des usines qui ont été rachetées à la Révolution. On verra tout à l'heure ce passage. Et très curieusement, à la fin du XVIIIe, la fonte produite à le fer, pardon. La fonte d'abord, le fer, à Viloucel, pas avec vous, excusez-moi, est envoyé à la forge d'Uzemain, donc c'est pas tout près, une cinquantaine de kilomètres, pour être transformé, alimenter les tréfileries du Côné. Bon, autre forge, celle de Sionne, dont vous avez le plan ici. On est à peu près toujours dans la même période, la reconstruction de la Lorraine au XVIIIe. On reprend des forges plus anciennes qui avaient cessé de fonctionner. J'ai oublié de dire, et je suis sûr que Marie-Françoise m'en veut, j'ai oublié de parler de l'importance de l'abbaye de Murau, parce qu'on sait que les moines de Murau étaient à la base de la métallurgie, d'une activité métallurgique au Moyen-Âge. Alors, ce qui est assez curieux à Sionne, et on le voit encore aujourd'hui, vous voyez ce plan qui représente la retenue d'eau. Et au milieu de la retenue d'eau, vous avez ces lanières, ces sortes d'îlots qui divisent la retenue d'eau. C'est unique, on ne voit pas ça dans d'autres forges. Derrière, évidemment, la chaussée, vous avez le Haut-Fourneau, vous voyez les halles à charbon, etc. Cette forge a été achetée par les frères Muel, on va en parler, puis ces Muel sont des hommes très entreprenants et qui ont une idée assez moderne. Et ils créent une forge à l'anglaise en 1837. Mais cela ne va pas permettre à la métallurgie locale de survivre. Autre exemple, celui d'Attignéville, où là, le long du Ver, on a au XVIIIe siècle vraiment un ensemble métallurgique intégré. Vous avez la minière, le Haut-Fourneau, la forge d'affinerie et une fonderie. D'amont en aval. Et le tout est la propriété d'un personnage un peu sulfureux, Jean-Joseph de Laborde, qui a racheté le Châtelet, marquis du Châtelet, je crois, et qui est un négrier, banquier de Louis XV. Il finance la guerre de 7 ans. En même temps, il est fermier général. Il terminera sur l'échafaud. Mais vous avez là un ensemble assez extraordinaire. Au XIXe, cette forge d'Attignéville change un peu de destination.
J'attire votre attention, je vais vite, Jean-Marc, hein, sur remarquable à la Charbon. Hein, c'est un bâtiment très imposant, avec des contreforts qui maintiennent les murs. Ce bâtiment a une largeur de 13 mètres, à peu près une longueur de une trentaine de mètres, il existe toujours. Hein, et c'est un des plus beaux exemples de halles à charbon et de vestiges de cette métallurgie ancienne. Et la forge d'Attignéville, rachetée par Goguier et Chevalier, se destine alors à produire des sableries, c'est-à-dire des objets qui sont fondus dans des moules en sable, notamment des tuyaux, Madame Varven, je crois, vous en a parlé, et des éléments d'ornement. Alors, qui sont les maîtres de forge? J'ai évoqué quelques grandes figures aristocrates, hein, l'abbé, Brunet-Neuilly, Barbara de Maziro. Barbara de Maziro est directeur des salines de Léopold, hein, banquier aussi de Léopold. Et on passe au 19e, ben oui, il y a eu le transfert de propriété cher à notre ami Jean-Paul Rottiot, hein, après la Révolution, et ce sont souvent des fermiers, les fermiers, c'est-à-dire les maîtres de forge qui travaillaient pour les propriétaires, qui apparaissent. Alors on a les Muel, les frères Muel, les frères Michel. Les frères Michel, ce sont les plus gros propriétaires de Haute-Marne, les plus riches maîtres de forge de Haute-Marne. Et puis aussi, il y a Goguier et Chevalier dans notre région. Je vous ai montré un très beau dessin de François Bonhomé. François Bonhomé, c'est le peintre de la métallurgie et de la révolution industrielle au XIXe siècle. Il y a 25 ans, une très belle exposition au musée du Fer sur les œuvres de Bonhomé. Et là, il nous laisse un dessin de Édouard Muel-Doublat qui, négligemment avec son pierre coulisse, mesure, je pense, une barre de fer. Hein. Ces grands notables, au sens où Tudesque l'évoquait dans sa thèse, les grands notables en France, sont des capitaines d'industrie, mais ce sont aussi des hommes politiques, maires, conseillers généraux, députés. Je me dépêche, hein, et je vais conclure ainsi. Et là, il nous laisse des vestiges remarquables. Ici, la maison de maître de la forge de Sionne. Hein, une élévation sur 3 niveaux, avec 7 travées, marquées par ces bandeaux, hein, qui prennent en appui de fenêtre, vous voyez les bandeaux, la haute toiture à croupe, hein, et à long pan et à croupe, et puis les chaînes d'angle. Cette maison de maître, on pense qu'elle a été faite après 1820. Et elle pourrait très bien dater de 1770. Vous voyez, on a encore le style Louis XVI qui se prolonge. Alors, je ne résiste pas aussi au plaisir de vous montrer la porterie. Alors, chez bien, on n'est plus en haut, on n'est plus dans les Vosges, on est en bas. Mais École-la-Combe, c'est le fief au XIXe siècle des frères Michel, les rois de la sidérurgie, c'est comme ça qu'on les appelait en Haute-Marne. Et les frères Michel, la famille Michel, est maître de forge depuis le XVIIIe siècle, du propriétaire de ces forges d'École-la-Combe, vous connaissez le site qui est tout à fait intéressant, hein, et le propriétaire, c'était le marquis de Capisucci-Bologne, sabreur de Fontenoy, grand chasseur devant l'Éternel, et qui évidemment critique la Révolution. La conclusion ne manque pas, il monte sur l'échafaud en 1794 et il s'écrie « Je lègue mon âme à Dieu, mon cœur au roi et mon cul à la République ». Avec, non, conclure, oh non, Jean-Marc, je ne peux pas conclure là-dessus, au contraire, hein, je préfère avoir une élévation de pensée en vous montrant cette chapelle de ma concours. Je vous y engage à y aller, vous la connaissez, c'est un site magnifique, juste devant, le frontail des mines, avec cette belle piéta du 18e,
qui veille pour nous. C'est quand même mieux que le marquis. Je vous remercie de votre attention.